Dallas Mavs France, le podcast. Le troisième de cette série de rentrée, la preview détaillée des Dallas Mavericks. Alors après avoir fait deux premières émissions qui ont été consacrées, donc une première au bilan de la saison dernière et la seconde à un bilan de l'intersaison, de tout ce qui s'est passé cet été, et ben on va enfin pouvoir parler du concret, de la saison qui arrive, notre saison 2019-2020, on va la voir en détail ensemble. Donc tout d'abord, si vous n'avez pas pu voir les deux premières vidéos, je vous invite à aller les voir pour être au point sur l'effectif, parce qu'on ne reviendra pas dessus spécialement, mais voilà, si vous voulez savoir ce qui s'est passé avant ou cet été, je vous invite à voir les autres vidéos qui sont sur la chaîne, sinon on va commencer. Donc ce que je vous propose aujourd'hui pour avoir un aperçu global de toute l'équipe, de tout ce qui va se passer cette année, c'est dans un premier temps de voir quels sont les 15 joueurs qu'on a dans l'effectif. Ensuite, on va parler ensemble de cet aspect de 5 majeurs, second unit, comment est-ce que ça va s'articuler, qui va jouer quel poste, quelles vont être les rotations. Ensuite, comme l'année dernière, on va voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'équipe selon moi, où c'est que ça va nous amener, ces choses-là. Et puis ensuite, on passera évidemment, comme toujours, à un pronostic, ou plutôt des pronostics. Vous verrez ça à la fin. Alors on est parti, on va regarder tout de suite l'effectif, qu'est-ce qu'il donne sur le papier aujourd'hui les Dallas Mavericks, c'est donc 15 joueurs. Nous avons donc sur le poste plutôt de meneur Delon Wright, Jalen Brunson, JJ Barea. Sur le poste d'arrière, nous avons Tim Hardaway Jr., Seth Curry, Courtney Lee et évidemment la mascotte numéro 2, l'homme qui ressemble pas du tout à un joueur de NBA, mais plus à un conseiller en diététique, monsieur Ryan Broekhoff, le sniper australien. Sur le poste 3, je l'ai mis poste 3, mais on sait très bien qu'il peut jouer un peu tous les postes, c'est monsieur Luka Doncic, le Rookie of the Year en titre, qui est classé comme un forward, notamment pour les votes de All-Star Game. Donc voilà, il est là, je l'ai mis en tant qu'ailier, mais vous savez très bien qu'il aura un poste plutôt de meneur, mais vu sa taille et son gabarit, eh bien on va le mettre comme ça en poste 3. Avec lui, il y a Justin Jackson et évidemment la mascotte numéro 1, Dorian Finney-Smith, qui est là, qui revient pour 3 ans, pour 12 millions de dollars, c'est un petit peu scandaleux, et qui va nous faire avoir des orgasmes en plein milieu de la nuit avec des tirs à 3 points arrivés de n'importe où. Ça va être absolument génial. On passe au secteur intérieur avec un poste d'ailier fort, mais qui pourront jouer un petit peu pivot. Notre duo qu'on aime beaucoup, Maxi Kleber et Dwight Powell, les deux qui ont re-signé cet été. Le petit rookie, Isaiah Roby, qui devrait jouer à ce poste-là quand il jouera, quand il aura du temps de jeu, au poste 4. Et enfin, au poste 5, nous avons le deuxième volet du Seigneur des Anneaux, les 2 tours. Monsieur Boban Marjanovic, le Serbe, la mascotte numéro 3, mais peut-être qu'il va vite être numéro 1. Et évidemment, Monsieur Kristaps Porzingis, le Letton, que j'ai listé poste 5, même si on sait très bien que c'est aussi un poste 4, et que lui, il préfère d'ailleurs le poste 4. Donc là, vous avez les 15 joueurs de l'effectif. Un petit mot pour nos 2 two-way contracts, Josh Reeves et Antonius Cleveland, qui sont donc plutôt des arrière-meneurs, et qui jouent avec les Texas Legends. Vous savez, les two-way contracts, on peut les appeler en cours de saison si on a besoin d'eux. Donc voilà, en fin de saison, si on joue pas grand-chose, peut-être qu'on les verra, mais ça sera pas le cas en début de saison. On a donc nos 15 joueurs de disponibles, et on va tout de suite voir qu'est-ce qu'on fait de ces 5 joueurs sur la fiche de départ qui on met. Alors le 5 de départ, étape toujours très importante dans les discussions de basketball, dans les previews, alors qu'au final on sait que l'important c'est les 5 qui finissent, mais bref, le 5 de départ c'est toujours un truc important, donc on va en parler. Évidemment, il y a 2 postes qui sont verrouillés de chez verrouillés, c'est, vous le savez très bien, Luka Doncic, Kristaps Porzingis. Ensuite, 2 postes qui sont, pour moi, quasiment verrouillés, c'est donc Delon Wright et Dwight Powell, donc je m'explique rapidement. Delon Wright, il a été signé donc 3 ans, 10 millions l'année environ, et on lui a mis dans ses clauses de contrat des bonus au cas où il soit MIP par exemple. Pour avoir ce genre de clause, c'est que le front office a déclaré lui a dit qu'il aurait du temps de jeu, un temps de jeu conséquent, et donc je pense qu'il va avoir un temps de jeu qui sera
comme je l'ai dit, conséquent. Et en plus, il va starter, il sera starter dans le 5 de départ, et c'est lui qui aura en charge toute la partie défense des meneurs adverses. Ça va être notre meilleur défenseur en fait qu'on va avoir pour les petits meneurs. Donc voilà, Delon Wright sera pour moi titulaire sur la feuille de match, il sera même au poste de meneur de jeu, même si en attaque, ça sera donc Luka Doncic qui aura la peine. Voilà, dans la case point guard, il y aura Delon Wright. Et donc Dwight Powell qui complétera la raquette avec Kristaps Porzingis. C'est en tout cas ce qui va se passer en tout début de saison, j'en suis plutôt sûr, pour avoir une bonne complémentarité, comme je l'avais déjà expliqué avant, avec la force, l'explosivité de Dwight Powell, qui pourra venir surcharger la raquette s'il y a besoin, ou apporter une présence quand Porzingis, lui, s'éloigne un petit peu du cercle. Donc voilà, 4 postes qui pour moi sont assez verrouillés pour le 5 de départ, en tout cas en début de saison. Et la discussion qu'il y a, c'est pour le 5e poste. Je vois donc 3 candidats pour ce 5e poste de titulaire. Et là-dessus, je veux vos avis, parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est tous un petit peu différents sur cette opinion-là. Pour moi, les 3 candidats, ce sont donc tout d'abord Tim Hardaway Jr., qui pourrait être titulaire poste 2. Dans ce cas-là, Lucas, sur le papier, serait poste 3. Et aussi Justin Jackson qui pourrait être titulaire au poste 3. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Justin Jackson, mais il ne faut pas oublier que les quelques matchs qu'il fait avec nous, il est assez convaincant, et Rick Carlisle lui donne une place de titulaire. Donc ça ne serait pas étonnant que Justin Jackson se retrouve titulaire sur le poste 3, donc en mettant donc Luka poste 2, ou tout à fait Dorian Finney-Smith qui pourrait avoir un poste de titulaire sur le poste 3. Donc voilà, après vous savez que Rick Carlisle, si vous avez bien suivi l'année dernière, il a toujours plein de 5 de départ différents, donc je pense que cette année on va encore en voir beaucoup de différents. Mais donc je partirai pour ma part sur donc Delon Wright poste 1, Luka Doncic poste 2, Justin Jackson ou Dorian Finney-Smith poste 3, peut-être plus Justin Jackson en début de saison, on verra. Et donc Powell et Porzingis qui seront alignés poste 4 et 5 sur le papier. Ensuite, on a donc une second unit. Une second unit, c'est toujours important chez nous, qui va s'articuler autour de plusieurs joueurs importants. Donc tout d'abord, Jalen Brunson, la bonne surprise de l'année dernière, donc lui aussi qui est sophomore, qui va avoir du temps de jeu. Donc en seconde unit, au poste de meneur, il y aura donc en plus JJ Barea, mais là il y a l'interrogation sur son état physique. On va partir du principe qu'il est arrivé plutôt bien à se remettre de sa blessure et donc qu'il va quand même avoir du temps de jeu. On parle d'un meneur qui s'est fait le tendon d'Achille et qui a pas mal de minutes à son actif en carrière. Donc il va pas non plus jouer énormément, mais il aura son temps de jeu qu'il saura vraiment bien mettre à profit, on en parlera tout à l'heure. Donc voilà, Jalen Brunson et JJ Barea sur le poste de meneur en second unit. Ils partageront un petit peu les minutes. Au poste 2, on aura donc Seth Curry et Tim Hardaway Jr., les deux qui pourraient être utilisés. Seth Curry était très bien utilisé il y a 2-3 ans, là, quand il était à Dallas. Donc ça sera encore le cas, je pense, où il va avoir pas mal de minutes en sortie de banc pour commencer. Pas impossible que Rick Carlisle le fasse jouer titulaire au bout de quelques matchs et qu'on ait Luka Doncic poste 3. Mais je pense qu'au début, il sera dans la second unit. Il apportera donc beaucoup, un gros apport à 3 points. Vous le savez, ça va être notre meilleur shooter dans l'équipe. Ensuite, sur le poste 3, on aura donc soit Dorian, soit Justin Jackson, celui qui n'y est pas allé, celui qui n'était pas dans le 5 de départ. Et enfin, dans la raquette, on aura Maxi Kleber qui va avoir pas mal de minutes. Il va tourner avec Dwight Powell notamment, et des fois il prendra le poste de pivot. Et enfin, on a l'interrogation Boban Marjanovic qui jouera sa 10-15 de minutes en fonction de l'adversaire, mais qui devrait avoir du temps de jeu parce que c'est une arme absolument incroyable, Boban, le Boban même si on peut dire, et qui avec un temps de jeu raisonnable, enfin raisonné peut-être, peut être très intéressant. Donc je pense qu'il aura sa place dans la seconde unit par moment. Enfin, pour parler rapidement donc des joueurs que je n'ai pas cités, des joueurs qui n'auront pas beaucoup de temps de jeu à mon avis, on aura Ryan Broekhoff qui, comme l'année dernière, fera pas mal de matchs où il ne jouera pas du tout, ou quelques minutes, et puis certains matchs où on ne sait pas pourquoi, Carlisle le fait jouer 15 minutes, 20 minutes. Il peut avoir son apport à 3 points, on sait que c'est un très 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 bon tireur à 3 points, mais malheureusement c'est peut-être son seul aspect vraiment intéressant dans son jeu. On aura aussi Isaiah Roby, il est rookie, il est un rookie de second tour, donc c'est normal qu'il cire le banc pendant une bonne partie de la saison, et il jouera les garbage time, on compte sur lui pour saisir les opportunités qu'elles se présenteront. Et enfin Courtney Lee, il est en dernière année de contrat, on le paye assez cher quand même, 13 millions,
il ne fait pas partie du projet, donc je pense qu'il va avoir un rôle de vétéran, un rôle vocal, mais qu'il aura peu de minutes sur le terrain. Et d'ailleurs, de ce qu'on a vu l'an dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on a vu à Dallas, c'était vraiment pas ça. Donc voilà, Courtney, je pense, fera partie de la garbage team. Et enfin, en fonction des match-ups, Boban, pour en revenir à lui, ne jouera pas. On a vu qu'il y a certaines équipes contre qui il ne peut pas jouer tout simplement. Et ça sera le cas des fois. Donc voilà, là on a vu un petit peu le 5 majeur, la second unit, comment elle va s'articuler, comment on va avoir donc cette grosse dizaine de joueurs qui va faire vivre l'équipe. On sait que des fois, il va y avoir du load management, on y reviendra plus tard pour Porzingis, et dans ces moments-là, il sera important pour Kleber, Powell de savoir prendre en main la défense, parce que le secteur intérieur, ça va être eux deux, plus un petit peu de Boban, un petit peu des fois de Finney-Smith qui vient aider, mais ça sera surtout ces deux gars sur qui on compte beaucoup. Pour parler un petit peu des rotations, vous vous souvenez peut-être l'an dernier, Luka Doncic qui jouait en fait en fin de premier quart-temps et début de second quart-temps avec la second unit. Donc c'était le seul titulaire avec les personnes de la second unit. Il les accompagnait. Je pense que Carlisle va garder cet aspect-là, avec donc Luka qui commence à jouer un petit peu avec la second unit. Toutes ces remplaçants qui auront le temps de jeu habituel avec Carlisle, c'est-à-dire fin de premier quart-temps, début de second quart-temps jusqu'à la 5-6e minute du second quart-temps, et vous appliquez la même chose avec le 3e, 4e quart-temps. En général, c'est là où on rattrapait nos retards qu'on prenait avec les titulaires, donc on espère que ça sera encore le cas cette année. Rien de bien spécial, rien de bien changeant cette année, je pense, de ce côté-là. Et enfin, dans deux situations possibles, une où on aurait besoin de marquer des points dans un match très offensif, Carlisle peut faire le choix d'aligner un 5 avec donc Luka Doncic qui gère la main. En poste 2, Seth Curry ou Ryan Broekhoff, un tireur à 3 points qui peut sanctionner quand on a besoin, qu'on a un gros retard à rattraper, il faut des tirs à 3 points, voire même les deux en même temps. Justin Jackson sur le poste 3, qui est un bon attaquant, et dans la raquette, Porzingis et Dwight Powell, qui sont deux très très bons attaquants, et comme j'ai dit, complémentaires. Là, on aura un 5 qui, offensivement, sera vraiment très très intéressant. Et dans le cas contraire, si on est dans une fin de match un petit peu serrée, où il faut mettre les barbelés comme on dit, et ben là, le 5 défensif, ça serait plutôt, je pense, donc Delon Wright sur le poste de meneur, Luka Doncic, parce qu'il faut bien qu'il soit là sur le poste 2, caché un petit peu sur l'attaquant le plus faible en face. Dorian Finney-Smith, évidemment, un de nos meilleurs défenseurs, sur le poste 3, qui prendrait le meilleur joueur adverse, donc si on est face aux Lakers ou aux Clippers, il aurait la lourde tâche de se taper LeBron ou Kawhi. Et puis si on est face à une équipe comme les Rockets par exemple, il pourrait s'occuper plutôt de Harden. Bref, Dorian Finney-Smith dans tous les cas il sera là dans un 5 défensif parce qu'il a un apport très important. Et enfin dans la raquette, Maxi Kleber qui est notre meilleur défenseur intérieur. Et Porzingis parce que il faut quand même qu'il soit là pour mettre des points, et il a quand même des qualités de contre qui sont indéniables, même si en défense c'est toujours des fois un petit peu compliqué. Donc voilà un peu pour 2-5 typiquement offensif, typiquement défensif qu'on pourrait avoir pour les fins de match, parce que des fois c'est quand même ça qui est important, c'est qui c'est qui finit les fins de match. Je serais pas étonné que Delon Wright ne fasse pas forcément toutes les fins de match et qu'on ait du Jalen Brunson ou du Seth Curry, comme on a vu l'année dernière pour Jalen ou il y a 3 ans pour Seth Curry, qui finissent le match avec donc les autres titulaires dont j'ai parlé. Donc voilà, là on a vu tous les joueurs, comment ils vont s'articuler. On va maintenant passer aux forces et aux faiblesses de cette équipe que j'ai identifiée. C'est parti. Donc on commence par le positif, on commence par ce qui est bon, c'est-à-dire les forces de l'équipe. Il y en a plusieurs, donc tout d'abord, j'ai noté en premier la qualité offensive de l'équipe. On a quand même pas mal de bons attaquants dans l'équipe qui peuvent être complémentaires, c'est-à-dire qu'on a du shooter à 3 points, on a du joueur qui court vite, qui pénètre bien, on a Luka Doncic, enfin bref, on a des joueurs qui sont capables de scorer, et je pense pour les parieurs que l'over sur les matchs de Dallas devrait passer souvent, et on va se régaler avec des matchs offensifs. Donc les fans de défense, désolé pour ceux quand vous regarderez les matchs de Dallas, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de matchs à plus de 200 points avec nos Mavs. Voilà, une force sûre, c'est notre attaque. Deuxième force que j'ai notée, c'est la même que l'an dernier, c'est le banc. Le banc qui n'a peut-être pas de noms qui sont qui brillent, c'est pas du Lou Williams par exemple,
Mais le banc a assez peu changé par rapport à l'année dernière. Et je vous rappelle que l'an dernier, notre banc, c'est tout simplement, avant la blessure de Barrea, le meilleur de la ligue avec les Clippers. Les ratings étaient assez fous. Si vous vous souvenez peut-être des previews, des vidéos que j'avais faites à l'époque pour analyser notamment l'apport du banc, à quel point on était fort, c'était assez incroyable comment la seconde unit menée par Barrea, elle était performante. Et donc la seconde unit de l'année dernière, c'était JJ Barrea, Dwight Powell, Maxi Kleber, qui jouait parce que DeAndre Jordan était le pivot titulaire. Vous aviez du Dorian Finney-Smith et après, soit du Jalen Brunson, soit des fois du Wes Matthews qui venait. Bref, vous voyez que tous ces noms, à part Wes Matthews, ils sont toujours là. Donc il n'y a pas de raison que notre second unit devienne tout d'abord une faiblesse, mais il n'y a pas de raison qu'en fait, elle ne soit pas une force, à part si l'état de JJ Barrea n'est pas du tout le même, et ça on y reviendra par la suite dans la preview, mais bref, le banc devrait être une force parce qu'on ajoute en plus à cela Seth Curry et Jalen Brunson qui a pris de l'expérience. Autre force qui est la même que l'année dernière, c'est le playmaking, parce qu'on a 3 joueurs qui savent être bons en playmaking, donc j'ai noté ça comme une force, c'est Luka Doncic qui est exceptionnel dans ce domaine-là de playmaking, parce qu'en fait, lui, il sait s'adapter, peu importe la line-up qu'il y a. C'est-à-dire que ce soit avec le 5 titulaire ou quand il jouera avec les second unit, il va savoir comment mettre au maximum ses coéquipiers dans des bonnes situations. Donc vraiment playmaking de ce côté-là, il n'y a aucun souci à se faire. J'ai mis aussi Jalen Brunson qui a montré de très bonnes choses l'année dernière. Aux côtés de Luka, ça nous fait 2 playmakers qui seront capables d'avoir la balle en main. Et Jalen, il devra aussi gérer les moments où Luka n'est pas sur le terrain, parce qu'il ne pourra pas rester 48 minutes par match. Donc Jalen Brunson aussi, bon playmaker. Et enfin, évidemment, JJ Barrea, qui l'année dernière était vraiment un chef d'orchestre, le chef d'orchestre de notre seconde unit, qui était le joueur qui sortait du banc, qui avait le plus d'assists de la ligue. Donc encore une fois, si son état de santé est bon, et ben ça ne fera pas de lui un mauvais playmaker, et ça gardera ses qualités de passe qu'il avait, notamment pour sublimer du Dwight Powell, du Maxi Kleber, comme l'an dernier. Vous avez aussi Seth Curry qui peut prendre la main de temps en temps, néanmoins, c'est pas forcément sa qualité principale, donc je l'ai pas mis dans les playmakers. Enfin, autre qualité, les shooters à 3 points, on en a plusieurs qui sont bons. On a Seth Curry, Ryan Broekhoff qui sont 2 types de joueurs qui peuvent tourner à 45% à 3 points sans problème. Les deux, je crois, à vérifier, tournent à plus de 50% dans les corners, donc on voit vraiment des shooters de haut volume. Vous avez évidemment Porzingis qui est un très bon shooter qui tournait des fois à plus de 40% à 3 points. Donc ça reste un joueur qui est fiable. Et vous avez aussi par exemple Tim Hardaway Jr. qui par série peut être bon à 3 points. Je redis par série parce que vous savez qu'il peut aussi vous sortir ce fameux 3 sur 17 sur un match. Et enfin, dernière force que j'ai notée, c'est le contre. On a plusieurs bons contreurs dans l'équipe. Chez les ailiers, vous avez Dorian Finney-Smith qui est, en plus d'être un bon défenseur, c'est un grand athlète. Donc au contre, il est bon parce qu'il est rapide et il saute haut. Il nous a mis des pas mal l'année dernière. Vous avez Porzingis qui, avec ses dimensions, il peut mettre beaucoup de blocs et il en mettra pas mal par match. Je me fais aucun souci là-dessus. Vous avez Maxi Kleber qui l'année dernière, c'était un régal en défense, notamment sur ses contres. Et cette année, il va encore y aller. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas une dimension athlétique encore supérieure avec des... S'il avait les capacités d'un mec comme DeAndre Jordan, par exemple, ça serait vraiment un défenseur élite dans cette ligue. Malheureusement, il est un poil... il n'a pas ses capacités, mais ça reste un excellent contreur. Et enfin, vous avez Boban, qui, avec son énorme taille et une dissuasion dans la raquette, après, il reste pas énormément en temps de jeu, donc... voilà, je peux pas le citer avec les 3 autres comme étant un bon contreur, néanmoins, il va apporter une dissuasion. On va parler des faiblesses, parce qu'il y en a dans cette équipe. Il y a pas mal de faiblesses néanmoins, malgré la belle hype qu'on a autour des 2 Européens qui gèrent l'équipe. Vous avez tout d'abord, et pour moi c'est le plus gros point négatif, et vous le savez tous, hein, c'est pas un secret, c'est la défense. Notre équipe, défensivement, elle va être faible, et on risque de prendre des grosses branlées de temps en temps. Ça, c'est un secret pour personne, et des fois... je pense qu'on va avoir des équipes contre qui on va se dire oula, mais comment on va faire en défense. Les bons défenseurs chez nous, c'est simple, il y en a 3 sur 15 joueurs. Il n'y a que 3 joueurs que vous pouvez qualifier de bons défenseurs. C'est Delon Wright qui est un bon défenseur sur les meneurs, Dorian Finney-Smith et Maxi Kleber. Sinon les autres, il n'y en a aucun que vous pouvez qualifier comme étant un joueur qui est reconnu pour sa défense. Vous avez, comme j'ai dit, Porzingis pour ses contres, mais on sait notamment que quand il a des switches sur lui qui se fait entraîner au large, c'est pas forcément là où il est le meilleur.
Boban, bah, c'est un plot. Donc non, la défense, ça va vraiment être un problème pour nous et un point faible. Les soirs où notre attaque ne sera pas au rendez-vous, je vois pas comment on va gagner ces matchs-là, malheureusement. Une autre faiblesse qu'on a, c'est le rebond. On va être, comme ces 10-15 dernières années, on va être faible au rebond. C'est dommage parce que l'an dernier, on avait enfin trouvé quelque chose qui pouvait remédier à ça en la personne de André Jordan. Et maintenant, bah, on est à nouveau dans une équipe où on n'a pas un excellent rebondeur. En termes d'intérieur, on n'en a pas. Porzingis, pour sa taille, c'est-à-dire 2m21, 2m22, c'est un mauvais rebondeur. Il a 7 et quelques rebonds de mémoire, rebonds de moyenne. Il n'est pas assez physique pour être bon. Dwight Powell et Maxi Kleber, c'est pas des spécialistes en la matière, donc on risque de manger pas mal de rebonds offensifs dans la tronche, et ça va être une faiblesse de notre côté. En bon rebondeur, on a quand même, en tant qu'extérieur, Dorian Finney-Smith, on revient à lui, toujours, encore et toujours, qui était les dernières chez les non-intérieurs, donc sur les postes 1, 2, 3, le troisième meilleur rebondeur offensif de la ligue, derrière Ben Simmons et Russell Westbrook, ce qui vous situe un peu le bonhomme, quoi. Il va au charbon au rebond, et donc ça sera quand même pas de refus. Donc ouais, c'est pas impossible que l'an prochain, nos meilleurs rebondeurs... ça soit Porzingis, Luka, de pas loin en fait. Donc bref, ça sera clairement une faiblesse pour nous. Et il va falloir taffer dessus pour être bon sur les box-out et toutes ces choses-là pour essayer de grappiller tous les rebonds qu'on peut avoir. Une autre faiblesse, c'est l'expérience et la jeunesse. On y reviendra sur la phase pronostic de la preview, mais on a beaucoup de jeunesse dans l'équipe. Jalen Brunson, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, tout ça c'est la vingtaine. En vétéran, si vous en avez, 3, vous avez JJ Barea, Courtney Lee, Tim Hardaway Jr. peut-être, Boban, mais vous n'avez pas un vétéran qui est solide. Pour moi, un peu comme, par exemple, LaMarcus Aldridge, c'est l'exemple parfait du vétéran qui est très solide. Et chez nous, il n'y en a pas. On a des vétérans qui vont pouvoir apporter l'expérience, mais c'est pas un vétéran solide. Donc ça va être une faiblesse pour nous. On sait qu'il y a plein de matchs où il va y avoir des erreurs de jeunesse. Et encore une fois, c'est pas grave. Cette saison-là, on vise pas le titre. Mais c'est sûr que ça va impacter sur certains matchs. On va se faire avoir sur notre manque d'expérience dans cette très jeune équipe, et c'est normal, on est en train de commencer un cycle. Une autre faiblesse, ça peut être les nuits où notre équipe n'est pas forcément en phase avec son shoot. Imaginons une nuit où Porzingis est reposé. Au niveau du shoot, ça peut être compliqué si Curry n'est pas là pour mettre ses shoots à 3 points par exemple. Luka, on sait que en attaque, il est là. Par contre, au shoot, les pourcentages ne sont pas forcément excellents. Tim Hardaway Jr., il peut faire une nuit absolument dégueulasse. Et les joueurs comme Finney-Smith, Powell, Kleber, c'est aussi des joueurs qui ne sont pas excellents en shoot. Donc ça pourrait être un match, des matchs qui soient très compliqués à gagner, les matchs où offensivement on n'y est pas. Parce que comme je l'ai dit, c'est pas défensivement qu'on va se rattraper. Enfin, la dernière faiblesse que j'ai notée, c'est la même que l'année dernière. C'est le fait que nous soyons situés sur la partie gauche des États-Unis et par conséquent, nous sommes dans une conférence de bâtards avec des équipes vraiment fortes que nous allons jouer, donc 3 minimum ou 4 fois. Même déjà, on part de notre division, la division sud-ouest. Tu joues 4 fois les Spurs, les Rockets, et même cette année les Pelicans ou les Grizzlies, c'est pas du tout un cadeau. Donc bref, pareil, voilà, tous les Lakers, les Clippers, les Warriors, les Jazz, tout ça, c'est des équipes qu'on va jouer 4 fois ou des fois 3. Ça va être compliqué pour avoir un bilan qui soit excellent, et donc je l'ai encore une fois mis dans les faiblesses, le fait d'être dans cette conférence totalement infernal. Ça va être passionnant à suivre pour vous autres fans de la conférence Est de l'extérieur, mais pour nous autres, je pense se tirer les cheveux et une nouvelle fois rager sur ce système de conférence un peu inégal. Donc voilà pour les forces et faiblesses de l'équipe. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Dites-le moi s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je sais que le banc de Dallas, ça a fait pas mal discuter sur est-ce que c'est un point positif ou négatif. Sur le coup, je maintiens que c'est un point positif. On verra dans quelques mois si j'avais tort ou pas. Bref, donnez-moi votre avis sur la question. On passe sur un petit chapitre très court, santé, avec 2 joueurs sur lesquels j'ai envie de faire un petit focus. Le premier, c'est JJ Barea. Il a 34 ans, il vient de se faire les tendons d'Achille. On va voir comment il revient de cette blessure, mais ce n'est pas du tout écarté qu'il arrive
jamais revenir à son niveau qu'il avait la saison dernière, et que malheureusement ça soit une fin de carrière cette saison qui arrive avec un joueur qui est beaucoup trop limité en défense et qui en attaque n'a plus la production qu'il a pu avoir l'an dernier. Donc on va suivre ça de près, on va voir dès les premières semaines, dès les premiers mois, mais c'est pas impossible que JJ soit un gros flop cette saison. Vraiment hâte de voir ce qu'il va donner sur le terrain, on va voir comment il réagit au niveau de si la rééducation s'est bien passée. Et le deuxième joueur sur lequel il faut faire le focus, évidemment, vous le savez tous, c'est Kristaps Porzingis. Ça fait 1 an et demi qu'il n'a pas rejoué dans un match NBA. Il s'est fait donc les ligaments croisés, en février 2018. Là, il est réparé à 100%. Le staff médical il l'a dit lui-même, il a très hâte de jouer. Néanmoins, il sera quand même cible du fameux load management, ce qui fait qu'il va louper, je pense, une quinzaine de matchs, grosso modo. Les back-to-back peut-être, ou des matchs quand on a 4 matchs en 5 jours, ce genre de choses. Quoique je ne sais pas si c'est le cas cette année. Bref, il sera impossible du load management. S'il ne loupe que ces matchs, et ben écoutez, c'est parfait, on signe direct, parce ce qu'on veut, c'est que son genou il tienne, que l'opération se soit bien passée, et qu'on puisse avoir un Porzingis qui soit en retour à sa forme All-Star. Mais voilà, ça va être à suivre. Dès qu'il va tomber au sol. Je peux vous dire que nous autres fans des Mavs, on va tous retenir notre souffle, voir s'il se tient le genou, s'il grimace, s'il arrive à se relever. On va prier pour que le genou tienne, on va prier pour que la santé tienne pour Porzingis, pour Barea. Et puis voilà, tout va bien se passer, on y croit. Allez, on passe à la dernière partie, la partie pronostic. Donc tout d'abord, je vais faire des pronostics. On va faire un pronostic rêvé dans un scénario idéal. Imaginons que ça prenne direct la mayonnaise entre nos deux Européens, qu'à côté, les rotations, ça se passe nickel, que Tim Hardaway Jr. nous fasse une bonne saison. Et qu'on n'ait pas de blessure, surtout que Barea soit revenu à son niveau qu'il était l'année dernière pour booster le banc. Dans cette optique-là, je nous ai mis 46-47 victoires, ce qui serait vraiment magnifique, avec une 7-8e place à la clé. L'Ouest est beaucoup trop dense pour que je nous mette plus haut cette année, l'équipe est encore trop jeune. Donc voilà, ça c'est un scénario rêvé. Encore une fois, on est à l'ouest, hein. Si on était à l'est, ça serait une autre histoire et nous serions en play-off, je pense, mais on va pas s'engager sur ce sujet-là. Le pire scénario possible, en revanche, blessure de Porzingis au bout de 30 matchs, JJ Barea qui ne revient pas à son état de forme, Luka Doncic qui stagne, qui a du mal à faire vibrer l'équipe, et on se rend compte que tous les petits joueurs qu'on a re-signés à côté n'arrivent pas à step up. Et ça nous amène donc à une 30-31 wins et une place 13, peut-être 14, mais je dirais plutôt une 13e place dans cette conférence Ouest. Donc voilà, un delta de 16 victoires environ entre le pire et le meilleur scénario. Et enfin, le scénario réaliste, celui que je vois pour nos Dallas Mavericks, c'est une saison à presque 50%, 39-40 wins. Je nous ai mis avec une place qui oscille entre la 9e et la 10e place. Comme je l'ai pu le dire sur Twitter, je pense qu'on va avoir des très belles confrontations avec des équipes comme les Pelicans, les Kings, peut-être potentiellement les Grizzlies ou les Spurs, mais bon, ils sont quand même peut-être un cran au-dessus. Bref, toutes ces équipes avec qui on va se battre, je pense, jusqu'à longtemps dans la saison pour décrocher une place en playoff. On verra ce que ça donne. Je pense que cette année, ça va être un petit peu juste pour le Dallas Mavericks pour accrocher ces 8 fameuses et précieuses places. Néanmoins, je le redis, c'est vraiment pas grave parce que l'objectif cette année, c'est pas de faire les playoffs. Si on ne fait pas les playoffs, ce n'est pas une saison ratée. Au contraire, la saison sera réussie à partir du moment où l'équipe a réussi à construire autour de Porzingis et Doncic. Si Porzingis reste en forme et qu'il y a une alchimie qui se crée entre ces deux-là, et tous ces petits électrons qui gravitent autour qu'on a signés sur la durée, Finney-Smith, Kleber, Powell, etc., Jalen Brunson, etc., si on a ça qui se met en route, pour moi c'est une saison réussie. Et je vais prendre l'exemple de nos potes les Kings, qui pour moi l'année dernière ont fait une saison réussie, malgré le fait qu'ils ne soient pas allés en playoff. Je pense que les supporters des Kings seront d'accord avec moi. Si on fait une saison à la Kings 2018-2019, ça sera une saison réussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vu la densité de la conférence Ouest, c'est pas grave si on ne fait pas les playoffs l'an prochain. Luka Doncic n'a que 20 ans, je répète, il n'a que 20 ans, donc son prime n'est pas avant minimum 6 ans. On a le temps, on a des joueurs qui sont signés sur la durée, nos deux superstars sont là pendant au moins les 4 ans, les 4 années à venir, donc on profite.
Et si les playoffs ne seront pas là l'an prochain, et ben ça sera peut-être l'année d'après. Dans tous les cas, on a vraiment des belles pépites qui sont sous la main. Et l'ère post-Dirk, parce qu'il faut bien prononcer le prénom de Monsieur Nowitzki dans chaque podcast, l'ère post-Dirk est bien embarquée. Et on va voir cette première saison sans lui, comment ça se passe, pardon. Voilà, j'ai fini cette preview, j'espère que ça vous a permis de voir clair, d'avoir une belle vision si vous avez suivi les 3 podcasts, d'avoir vraiment une belle vision sur cette équipe, que vous saurez bien du coup quelles sont les choses que vous devez attendre, les choses que vous devez observer, et les indicateurs qui pourraient faire que cette saison soit une déception ou une réussite pour nos Dallas Mavericks. En tout cas, c'était pour ma part un plaisir de faire ces 3 podcasts en 3 semaines. J'attends vos retours dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de cette preview. Est-ce que vous voyez pour le Dallas Mavericks? Est-ce que pour vous j'étais peut-être un peu pessimiste? Ou au contraire, est-ce que 40 wins c'est peut-être un peu trop? Dites-moi tout ça. Dans tous les cas, je vous remercie. La semaine prochaine, on a la pré-saison qui commence. Donc ça sera tout à suivre évidemment sur le Twitter. N'hésitez pas à interagir. On va commencer par un match contre le Thunder. Et ça sera la première fois que nous verrons donc Luka Doncic et Kristaps Porzingis jouer ensemble. Ça va être génial. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon repas, un très bon réveil, peu importe en fonction de l'heure à laquelle vous regardez. Plein de bisous et on se voit très bientôt pour le début de la NBA. Ciao!